Nous avons tendance à voir dans le monde d'aujourd'hui le résultat d'une longue évolution qui serait arrivée à son terme, comme si plus rien ne pouvait bouger. Pourtant, le processus de l'évolution est toujours en marche et ne se résume pas à l'histoire d'un lointain passé peuplé de dinosaures ou d'hommes préhistoriques. Toutes les espèces vivantes, sans exception, continuent de se modifier, lentement, progressivement. C'est un cycle sans fin qui se poursuit de génération en génération. Les caractères génétiques et morphologiques se transforment, mais pas seulement. Les comportements changent eux aussi. Car tout être vivant s'adapte en permanence au changement de son environnement. C'est le principe même de l'évolution en marche. Tu sais ce que je vais photographier, Muse? Ouais. Qu'est-ce que je vais photographier? Des loups. Des loups? Comment ils font les loups? Je m'appelle Guillaume Mazille et depuis mes 14 ans, je photographie les animaux. Cette passion ne m'a jamais quitté et je suis devenu photographe animalier professionnel. Je parcours le monde à la découverte de la faune sauvage et publie mes photos dans de nombreux journaux. Il y a quelques années, lors d'un reportage en Colombie-Britannique, aux confins de l'Ouest canadien, j'avais brièvement photographié un comportement étrange. En septembre, des loups n'hésitaient pas à plonger dans l'eau glacée des fjords et semblaient pêcher des saumons. Attiré par ces comportements inhabituels qui souvent marquent l'évolution des espèces, je retourne aujourd'hui en Colombie-Britannique à la recherche de ces loups pêcheurs. Fais un bisou. Il me faut près de 20 heures d'avion pour atteindre la Colombie-Britannique, l'une des régions les plus sauvages et inhabitées du monde. Mon point de chute, la petite ville de Prince Rupert, à la frontière de l'Alaska. Cette vaste région du Canada est entièrement recouverte de forêts humides et sillonnée par de nombreux fjords, lacs et rivières. Les loups pêcheurs semblent délaisser les proies de la forêt pour se nourrir de poissons. Est-ce là un comportement isolé ou le signe d'une évolution majeure pour des animaux terrestres en train de se tourner vers un mode de vie marin, comme l'ont fait il y a bien longtemps d'autres animaux? Pour photographier ces loups pêcheurs, je dois m'enfoncer au plus intime des fjords. Je me retrouve très vite immergé dans le climat très particulier de la Colombie-Britannique. Des vents humides provoqués par les courants océaniques chauds du Pacifique apportent d'énormes quantités de pluie chaque année. Cette forêt est l'une des plus humides de la planète. C'est aussi l'une des dernières grandes forêts pluviales tempérées, intactes du monde. Je traverse ce monde végétal, dominé par les immenses thuyas, cèdres et cyprès. Partout, mousses, lichens et fougères sont autant de sculptures majestueuses. Ce joyau écologique abrite d'innombrables espèces remarquables de mammifères. Ours, pumas, lynx, gloutons, porcs-épics, cerfs, et parmi eux, l'un des prédateurs les plus évolués de la Terre, celui que je suis venu rencontrer, le loup gris. Je reconnais la vieille souche, l'arbre couché, la rivière. C'est bien dans ce petit estuaire que le hasard m'avait conduit à observer furtivement des loups en train de pêcher il y a 4 ans. Nous sommes début septembre et la migration des saumons commence.
Les poissons remontent en grand nombre les cours d'eau pour frayer. Si les loups pêchent vraiment, c'est le moment idéal de l'année pour avoir la chance de les photographier en pleine action. Les loups sont des animaux craintifs, méfiants et sensibles aux dérangements. Pour les observer, je dois être le plus discret, le plus silencieux possible et surtout patient. Je sais que je vais attendre de longues heures dans le froid et l'humidité. La journée entière passe. Les loups se font désirer. Je suis frigorifié et je n'ai pas vu l'ombre d'un loup. Je lève le camp. Observer des loups dans la nature est une quête extrêmement difficile. Après plusieurs années de reportage en Colombie-Britannique, je n'ai croisé leur regard qu'une seule fois, brièvement. Et c'était exactement ici. Pour cette deuxième journée d'affût, je décide de changer de fjord. Plus au sud, à plusieurs heures de marche, il y a une petite crique très abritée avec une rivière à saumon. Je vais y tenter ma chance. Je m'installe à la lisière de la forêt et patiente, assis dans l'herbe mouillée. Les 6 degrés et l'humidité de l'air me glacent jusqu'aux os. Mais je ne partirai pas sans avoir vu les loups pêcheurs. Une silhouette furtive apparaît à 300 mètres de moi, sur une petite grève. Ai-je rêvé ? Non, ce sont bien eux, ils sont là. Les loups. Ils m'ont évidemment repéré et sont inquiets. Oreilles dressées, queue baissée, truffe en l'air. Ici, les loups ne voient que très rarement les hommes. Ils ne sont pas effrayés par ma présence, mais semblent intrigués. L'un d'eux s'installe franchement face à moi, comme pour me signifier que je suis toléré, à condition de rester où je suis. On dirait qu'il veille au danger et protège les autres. La meute semble complète. Un couple dominant, des jeunes de l'année précédente, plus petits que les 2 adultes, et des louveteaux. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils paraissent très à l'aise dans ce milieu d'algues et de vases. Les loups sont censés vivre dans les grandes plaines, en montagne ou en forêt. Or, sur cette petite grève à marée basse, ils semblent vraiment chez eux. Est-ce que ces loups se sont installés là parce qu'ils se nourrissent de poissons ? Au bout d'un long moment, ils disparaissent, comme par enchantement. Une nouvelle attente commence. Je suis inquiet. La plupart du temps, les loups ne reviennent jamais dans un endroit où ils ont été repérés par l'homme. J'espère que mon comportement calme et immobile les a rassurés et qu'ils n'ont pas décidé de s'installer sur un autre territoire à des kilomètres d'ici. Les loups réapparaissent. Cette fois, ils s'approchent de moi, me reniflent à quelques dizaines de mètres. Je reste serein. Contrairement à ce que racontent les contes et les légendes, cet animal n'a jamais été agressif envers l'homme. Je n'ai rien à craindre d'eux. Les 2 adultes sont absents. Il y a 3 louveteaux et 2 adolescents.
Au Canada, les loups vivent en meute de 5 à 10 individus et ce sont les jeunes de l'année précédente qui gardent les petits pendant que les parents chassent. J'en déduis que cette crique est la nurserie de la meute. C'est une très bonne nouvelle, car cela signifie que ce groupe de loups vit bien au contact étroit de l'eau et qu'il y a certainement un rapport avec une ressource alimentaire proche. Certains font la sieste, d'autres jouent à quelques mètres seulement de mon objectif, en toute indifférence. J'ai l'impression que ma présence ne les dérange plus du tout. Et en restant plusieurs jours auprès d'eux, j'aurai peut-être la chance de voir les parents pêcher. Le hurlement est un mode de communication à grande distance entre les loups et entre les meutes éparpillées sur des territoires voisins. Sont-ils en train de prévenir les autres loups de ma présence? En tout cas, j'ai la ferme impression que je suis concerné. Pour cette nouvelle journée, je décide de faire mon affût plus en amont de la rivière, là où les saumons sont plus nombreux. Je fais un petit tour d'inspection pour repérer des indices de présence. Il y a bien des saumons morts, dont certains à moitié dévorés. Et encore plus prometteur, des traces de pattes de loup. Je me positionne avec mon matériel sous un grand cèdre suffisamment éloigné et dans l'axe de la rivière. Même à cette distance, mon 600 mm équipé de 2 doubleurs me permettra de faire des plans rapprochés. J'espère y surprendre les loups en train de pêcher. L'attente est longue, mais je ne m'ennuie pas une seconde, car devant moi, les oiseaux m'offrent un spectacle permanent et très instructif. L'arrivée en masse des saumons migrateurs dans les estuaires attire toute une cohorte de goélands, aigles pêcheurs, hérons et canards, qui se délectent des carcasses et des œufs. Enfin, la meute de loups sort de la forêt au complet. Mon intuition était bonne. Un adulte remonte le cours de la rivière juste devant moi.
arrache un saumon de plusieurs kilos du lit de la rivière. Je suis surpris par la facilité et la dextérité avec laquelle il pêche. Il me paraît évident que ce comportement est habituel chez ce loup. Il le traîne sur la rive et ne mange que la tête du poisson avant d'enchaîner. 1, 2, 3 saumons en quelques minutes. On dirait vraiment que c'est un jeu pour ce loup. Mais ce n'est pas tout. Les louveteaux, eux aussi, pêchent. Ils font des allers-retours incessants entre la rivière et le bord. Ils attrapent les poissons et les déposent sur la plage. Finalement, j'ai l'impression qu'ils imitent les adultes et sont en plein apprentissage. Et maintenant, ils commencent à dévorer les poissons. Mais quelque chose m'intrigue. On dirait qu'aussi bien les louveteaux que les adultes mangent uniquement les têtes des saumons et délaissent les corps. Y a-t-il une raison? Mission réussie, j'ai les photos que je souhaitais. Le froid, l'humidité, les longues heures d'attente, j'ai tout oublié. Je tiens là des images de comportement tout à fait étonnantes. 1000 questions me viennent maintenant à l'esprit. Suis-je face à un réel changement de comportement chez ces loups de Colombie-Britannique, qui serait le signe d'une évolution majeure de cette espèce? Ces loups ont-ils radicalement modifié leur régime alimentaire? Je me rends à Bella Bella, un village indien de la tribu des Ailtsuk, perdu entre la côte pacifique et la forêt pluviale. Je retrouve Howard, que j'avais rencontré lors de ma première expédition en Colombie-Britannique. Howard est né ici et connaît mieux que quiconque la nature et les animaux. Il est spécialisé dans l'étude du rôle du saumon dans l'écosystème. Tous les ans, en septembre, Howard compte les saumons qui remontent en très grand nombre les rivières de la région pour se reproduire. Le gouvernement canadien a mis en place un vaste programme de comptage de 5 espèces de saumons sauvages, toutes menacées par la surpêche et la pollution des océans. Ici, le saumon est un maillon primordial de la forêt pluviale et constitue la première ressource alimentaire des populations autochtones indiennes. Quelle sorte de saumon comptes-tu ici? La plupart des saumons sont des saumons roses, des chum. Et si on a de la chance, on verra des saumons koho. Ils vivent dans l'océan Pacifique pendant 2 ans et ils reviennent dans la rivière où ils sont nés pour se reproduire. Est-ce que tu fais ça souvent, de compter les poissons dans la rivière? On vient à la rivière dès que les saumons remontent. On les compte pour déterminer combien viennent dans cette rivière. Quand ils reviennent de l'océan, est-ce qu'ils ont une stratégie pour pondre leurs œufs? Ils remontent le cours de la rivière quand le niveau est bas. Et ils font un trou dans le lit de la rivière, dans le sable, avec leur queue et leurs nageoires.
Les femelles lâchent ensuite leurs œufs, puis les mâles viennent expulser leurs semences sur les œufs pour les féconder. Combien de poissons au maximum tu as compté ici, dans cette rivière? Dans cette rivière, nous avons déjà compté plus de 15 000 saumons en train de remonter de l'océan. C'est beaucoup de nourriture pour les prédateurs. Quelles sortes de prédateurs viennent ici manger les saumons? Les loups viennent en manger quand le niveau de la rivière est bas. Les ours viennent aussi. Des oiseaux en profitent également et capturent des saumons. Ainsi, de nombreuses espèces profitent de l'arrivée des saumons en septembre, dont le loup. C'est certain, la reproduction des saumons provoque un changement d'habitude alimentaire chez les loups de Colombie-Britannique. C'est peut-être ce phénomène qui les pousse à conquérir le milieu marin. Howard m'apprend à repérer les indices de leur présence. On cherche des cadavres d'animaux, des restes de poissons. On cherche aussi des indices, des empreintes. On regarde aussi l'herbe haute pour voir où les loups sont passés. Voici une carcasse. Tu crois que c'est un loup? Oui. Tu vois, la tête manque et on peut voir que le loup a posé sa patte sur le poisson pour que le poisson ne puisse pas fuir et le garder sous sa patte. Il y a la marque des griffes. Et cette carcasse? Cette carcasse ressemble plus à une capture par un ours. Avec celle-là, tu vois, il a arraché les tripes et l'estomac et la tête est intacte. Ça pourrait être un ours. Là, vois comme la tête est partie et la plupart du corps. Ça aussi, ça pourrait être un ours. Ah oui, je vois. On peut aller regarder les autres? Oui. La tête est partie et seulement la tête. Le reste de la carcasse sera pour les charognards. Ça ressemble bien à une capture par un loup. Tu as une idée de la raison pour laquelle les loups ne mangent que la tête? Le saumon a un parasite dans son corps qui rend les loups malades. Howard m'apprend aussi que ce ver ténia se développe dans les intestins des mammifères et peut atteindre 10 à 20 mètres de longueur. Ce ver est mortel pour le loup et dangereux pour l'homme. D'ailleurs, chez les Indiens, on cuit le poisson pour tuer les larves. Il a certainement fallu de nombreuses générations de loups pour que l'espèce évite la toxicité de ce ver ténia. Je réalise donc que non seulement les loups évoluent en s'adaptant au milieu marin et à ses ressources alimentaires, mais sont également capables de s'adapter aux dangers de ce nouveau milieu. Je rejoins l'université de Victoria, 800 km plus au sud. J'ai rendez-vous avec Chris Darimon, spécialiste de l'évolution des populations de loups et d'ours. Hello, Chris. Maz, how are you? Good. And yeah. So what Qu'est-ce are que you tu es en doing? train de faire? These are the hairs Ce sont des poils que nous avons récupérés à des endroits où les loups font la sieste. that wolves use for their naps. And when we see Et them dès que nous les move voyons on, quitter we ces sort of endroits, tiptoe in, nous avançons sur la offer pointe them a des little pieds avec une flashlight petite lampe and torche very et très carefully délicatement, pick up on hair récupère les from poils sur the le sol. ground. There we go. Ok, tu veux jeter un coup d'œil? Oui, s'il te plaît. Ah oui, je vois. Ici, c'est un animal aquatique, et chez tous les animaux aquatiques, ou même chez les castors, les visons, jusqu'aux phoques, loutres et lions de mer, on remarque que leurs poils sont toujours plats. Comme ça, ils sont presque plats comme ta main, mais longs, ce qui leur permet de mieux avancer dans l'eau. Alors que ceux des loups sont plus ronds, comme des poils de cerf. Mais si tu y jettes un œil, tu vas voir qu'ils sont très plats. Et tu penses que si les loups étaient amenés à passer de plus en plus de temps dans l'eau, leurs poils pourraient devenir comme ça?
C'est une très bonne question. C'est possible. Pour résumer, les poils plats seraient choisis par la sélection naturelle si les loups se trouvaient dans un environnement où ils ont obligation de beaucoup nager. Alors oui, ça se pourrait. Il fut un temps où certains animaux marins étaient terrestres, donc ça s'est déjà produit et ça pourra sans doute se reproduire à nouveau. Est-ce que la nage fait partie de leur quotidien? La côte en Colombie-Britannique est tellement fragmentée que cet environnement est bien différent pour les loups que les Rocheuses ou l'Arctique. Ce n'est pas une belle plaine étendue et quand tu es un loup, tu as besoin de beaucoup de nourriture et d'énormément d'espace. Donc, pour avoir accès à toute cette nourriture et cet espace, tu n'as pas d'autre choix que de nager au milieu de tous ces îlots, de la terre ferme aux îles. Chris me révèle que ces loups sont capables de nager sur de très longues distances dans une eau glacée, alors qu'en quelques minutes, ils devraient mourir d'hypothermie, comme tout mammifère non marin. Les loups de Colombie-Britannique ont-ils déjà commencé à changer physiquement? Possèdent-ils une épaisseur de graisse sous la peau plus importante pour résister au froid? Leur poil est-il plus épais? Personne ne peut vraiment répondre à ces questions actuellement. Les scientifiques ont découvert ce changement de comportement il y a seulement 10 ans. Et Chris Darimon est l'un des seuls scientifiques à étudier ce phénomène. Mais pour lui, il y a bien d'autres signes qui démontrent qu'une évolution des loups est effectivement bien en route. Des signes bien plus subtils cette fois. Là, peut-être une trace de pattes d'ours. Il y a beaucoup plus de nourriture ici à marée basse que dans la plupart de ces forêts, et bien plus facile d'accès. Tu vois, voici une proie et elle ne bouge jamais. N'est-ce pas formidable quand on est un louveteau? C'est parfait. Même les adultes, dans ce genre d'environnement où il n'y a pas de biches ou de cerfs, sont obligés de manger beaucoup de ce genre de nourriture. La marée commence à descendre. Beaucoup de poissons, beaucoup de traces. On pourrait avoir de la chance. Ils arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? On dirait qu'ils mâchent un coquillage. Super, c'est son hors-d'œuvre avant son festin de saumon. C'est incroyable la couleur de celui-ci. Il est presque de la même couleur que le rocher. Ouais, ils se fondent dans le paysage. Notamment le rouge autour de leurs oreilles, comme sur celui-là. Le rouge court sur son flanc et sur ses jambes. Il ressemble aux algues sur les rochers. Et c'est un mélange de couleurs parfait. Les loups ressemblent un peu à des rochers ou à des monticules d'algues mouvantes. Je ne crois pas que ce soit un hasard. Je crois que c'est un produit de l'évolution dû à l'environnement. Penses-tu qu'ils pêchent le saumon parce qu'ils sont opportunistes, comme les ours grizzly, ou penses-tu que ça fait partie d'un processus d'évolution? Je pense que c'est indubitablement un processus d'évolution. Et pourquoi pas? Le saumon revient au même endroit à la même époque de l'année. Son corps est incroyablement riche en nutriments, en termes de calories et de graisses, qui sont si importantes pour les carnivores. Et de plus, il est certain qu'il y a peu de risques à chasser le saumon. Car chasser, c'est très dangereux. Chasser le cerf dans la forêt pluviale peut s'avérer mortel. D'ailleurs, de temps à autre, on trouve des loups morts de leurs blessures avec les cerfs. Et le saumon a beau être puissant, il est bien faible face au loup.
Alors oui, il est logique qu'ils aient coévolué grâce à cette ressource et qu'ils en aient tiré parti au cours des années. Quand on pense aux loups, on les imagine chasser des élans, des caribous ou des gros mammifères. Et il est difficile d'imaginer qu'ils puissent concentrer leur prédation pendant des mois d'affilée, non pas sur des mammifères, ni même sur de grosses proies, mais sur ces toutes petites proies qui viennent de l'océan. C'est tellement étrange. Mais c'est tout à fait logique dans cet environnement où les saumons influencent absolument tout, depuis les oiseaux jusqu'aux arbres, aux plantes et jusqu'aux charognards. Tout tourne autour du saumon à cette période de l'année. Alors peut-être est-ce la raison pour laquelle ce n'est pas si étrange après tout. Le loup est juste un produit de l'évolution de l'environnement, et cet environnement est entièrement déterminé par le saumon. Ça a pris 50 millions d'années aux mammifères pour devenir des mammifères marins. Mais penses-tu que ça pourrait arriver à ces loups? Oui, sans aucun doute, absolument. Si on pouvait se projeter dans 50 millions d'années, on verrait une nouvelle créature, un nouveau mammifère marin, qui serait une branche de ces loups des rivages. De toute façon, c'est vers ça qu'ils se dirigent, en étant associés si étroitement à l'océan. Chris Darimon en est persuadé. Ces loups qu'il appelle loups des rivages ont déjà commencé leur lente transformation en mammifères marins, et ce processus prendra des dizaines de millions d'années. Mais est-il déjà possible de constater des évolutions de leur morphologie? J'ai pris des images de loups dans d'autres pays et je trouve qu'ils ont l'air différents. Tout à fait. Ce sont des loups qui ont des aspects très différents. Dans ces forêts tempérées du Canada, il y a un environnement unique, constitué de forêts pluviales très épaisses. Les loups sont influencés par l'environnement marin et par l'aspect de cette interface entre la terre et la mer. C'est un climat vraiment différent. C'est humide, et humide toute l'année. Relativement chaud, on n'a pas de véritable mauvais temps. Les loups sont probablement petits, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être gros pour attraper de grosses proies. Ils n'ont pas besoin non plus d'être gros pour se protéger du froid. Ce sont probablement quelques-unes des raisons pour lesquelles ils sont petits. On pourrait imaginer qu'ils évoluent pour devenir quelque chose comme des phoques, ou bien... Tout à fait. Si on leur laisse du temps, c'est certain. Il y a aujourd'hui un exemple un peu similaire avec les ours blancs qui viennent des grizzlies et que nous classifions maintenant comme mammifères marins. Car dans la plupart des cas, ils se procurent 100% de leur nourriture dans l'environnement marin, en tuant des phoques. Ils sont très différents des grizzlies. Les ours blancs sont également de grands nageurs. Ils sont arrivés relativement récemment. Ils ont évolué sur une période de l'ordre de dizaines de milliers d'années, pas de millions d'années, soit une période relativement courte. On en plaisante entre nous. Mais plus sérieusement, oui, ces loups des rivages sont les nouveaux mammifères marins du Canada. On dit encore en plaisantant qu'un jour, ces loups auront aussi les pattes palmées pour être capables de nager efficacement pendant leur transit dans l'océan. Je ne suis pas prêt de photographier les pattes palmées des loups, mais en attendant, je suis curieux de savoir comment ils ont appris à pêcher, et s'il s'agit de mimétisme envers les ours, bien connus pour se nourrir de saumon. Chris me conseille d'aller rencontrer Tom Rivers, un grand spécialiste des grizzlies. Mais comme pour les loups, pour espérer approcher ces super prédateurs, il faut accéder aux contrées les plus reculées et les plus sauvages de la Colombie-Britannique.
Le meilleur endroit, tu vois, nous sommes ici. Tu suis ce chemin le long de la rivière, sur 5 ou 6 kilomètres. Le chemin part de ce côté-là. Tu arriveras dans une grande vallée. OK. Je pense que tu y trouveras des ours. Parfait. Bonne chance. Merci. Tom me conseille aussi de rester à une bonne distance des ours et toujours sur la rive opposée de la rivière, sans me cacher. Les ours n'aiment pas être surpris. Effectivement, c'est un bon spot, car moins d'une heure après mon arrivée, j'aperçois un ours au milieu des saumons. Les grizzlies profitent tous les automnes de la manne des saumons migrateurs. Ils se gavent de poissons pour s'engraisser avant de rejoindre leur tanière pour une nuit de 6 mois. Ils doivent accumuler 200 kilos de graisse afin de traverser l'hiver dans un état de léthargie. Le grizzly est plutôt solitaire, mais plusieurs individus peuvent partager les mêmes sites de pêche. Les rivières à saumon sont des lieux de rendez-vous prisés des plantigrades. Bien que beaucoup plus gros et plus massif, le grizzly est ni plus ni moins qu'un ours brun. Tous les deux appartiennent à la même espèce. Les loups pêchent-ils par mimétisme? Impossible de savoir qui a copié qui, encore moins quand. En tout cas, leur technique de chasse me paraît différente. J'ai remarqué que les loups attrapaient les saumons avec leur gueule, et non avec les pattes, comme le font ces ours en face de moi. Hello, Maz. Hello. Tu as pris des photos de grizzly aujourd'hui? Ouais, pas mal. Bien. Est-ce que tu as déjà remarqué des techniques spécifiques de pêche? Est-ce qu'ils se nourrissent toujours de la même manière? Il y a une grande variété de techniques. Les vraiment bons descendent doucement dans la rivière et ne bougent plus. Car les poissons peuvent sentir l'ours dans l'eau. Donc ils se tiennent là et ils attendent et attendent. Quand le poisson approche, en général, ils le capturent. Ça, ce sont les ours expérimentés. Un ours inexpérimenté va aller dans n'importe quelle direction en suivant le poisson. Mais la plupart du temps, il ne va pas l'attraper. Lorsqu'ils l'attrapent, quelle partie du poisson mange-t-il? Ça dépend de la saison. Plus tôt dans la saison, ils vont manger le poisson en entier. Ils ne vont rien laisser. Ils lécheront littéralement les rochers pour manger absolument tout, car ils auront eu du mal à les attraper. En ce moment, ils se focalisent sur la graisse. Ils veulent la graisse car c'est vital pour eux. Donc, ce sera les poissons avec des œufs, les femelles. Ce sont les cibles les plus prisées. Et ensuite, le long de la peau, il y a une couche de graisse. Et on voit beaucoup d'ours, tu en verras peut-être aujourd'hui, tirer sur la peau et laisser la chair. Il y a aussi la tête qui peut contenir pas mal de graisse. Ils n'ont plus besoin de protéines. Ils ont juste besoin de graisse et c'est ça qu'ils recherchent.
Est-ce que tu as déjà vu des interactions entre les grizzlies et les loups? Oui, et c'est vraiment intéressant. Les ours sont plus grands que les loups, en apparence. Mais en fait, les loups sont de plus grands prédateurs que les ours. Et les ours s'écartent devant eux. S'il y a un ours et un loup, ils s'ignorent. Mais quand il y a deux loups et un ours, ce dernier partira. J'ai vu une mère et deux oursons qui venaient de là-bas pour attraper des poissons. Et la femelle avait une sorte de ver derrière elle, et je me demandais comment elle l'avait attrapé. Il l'attrape dans le poisson, c'est un ver, le ténia. Et parfois, il sort sur 10 mètres dans les cas les plus ridicules. La nature est bien faite chez les grizzlies, car comme ils vont hiberner dans 1 ou 2 mois maximum, le ténia va mourir puisqu'il n'y aura plus de nourriture qui arrive dans le tube digestif. Le parasite ne perturbe pas les grands plantigrades alors qu'il est mortel pour les loups. Ces derniers ne mangent que la tête et délaissent le corps parasité. Cette subtile parade s'avère jouer un rôle totalement inattendu dans l'écosystème. Les Indiens connaissent depuis toujours ce comportement habile des loups. Howard m'emmène sur une île sacrée et déserte où vivaient ses ancêtres. Voici un cèdre roux de plus de 1000 ans. Et il abrite juste en dessous une tanière de loup. La tanière sert de protection aux loups face aux prédateurs. C'est une nurserie de louveteaux. Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle les loups ont choisi cet arbre? Ce grand arbre est une bonne protection. Il y a une rivière à saumon de ce côté et une deuxième aussi de l'autre côté. C'est proche des sources de nourriture. Cette forêt abrite de plus grands arbres qu'ailleurs, car les loups nourrissent les arbres. Cet arbre est nourri depuis plus de 1000 ans par les loups qui apportent ici de la nourriture qui se transforme en engrais. C'est ce qui explique la présence de très grands cèdres autour de nous. Ainsi, les milliers de carcasses remontées par les loups pourrissent sur place et fertilisent exagérément les arbres qui poussent bien plus haut que le reste de la forêt. Traditionnellement, les Indiens situent les tanières des loups en repérant à distance les grands arbres qui dépassent de la canopée. Par leur lente évolution vers le milieu marin, ces loups de Colombie-Britannique entraînent avec eux une mutation de leur environnement. Les microscopiques larves du parasite du saumon sont indirectement responsables de la modification de l'aspect des forêts. Jusqu'où cette évolution mènera-t-elle ces loups de Colombie-Britannique? Feront-ils comme le Mésonyx, l'ancêtre terrestre de tous les mammifères marins? C'était il y a 50 millions d'années. Cet animal, qui ressemble étrangement au loup d'aujourd'hui, a progressivement changé de comportement alimentaire en se rapprochant des océans et s'est lentement transformé en animal marin. Aujourd'hui, les baleines, les phoques et les otaries sont les descendants du Mésonyx.
Il y a 65 millions d'années, la chute théorique d'une météorite aurait provoqué un refroidissement général de la planète, entraînant une extinction massive de nombreuses espèces animales et végétales, dont les dinosaures. Pour survivre au bouleversement des écosystèmes, certains mammifères terrestres ont dû explorer de nouvelles niches écologiques et s'approcher des rivages. C'est le cas du Mésonyx. Il s'est ainsi rapproché des océans pour se nourrir de poissons et de toutes sortes d'êtres vivants aquatiques. Au fil d'une lente évolution de plusieurs millions d'années, ses membres antérieurs se sont profilés pour une meilleure nage. Ses membres postérieurs se sont atrophiés et sa queue est devenue nageoire. Les orques, comme tous les cétacés, sont des descendants du Mésonyx. Impressionnants de force et de fluidité, ces énormes animaux sont parfaitement à l'aise dans l'eau. Pas de doute, 50 millions d'années d'évolution ont abouti à un résultat admirable de perfection. Est-il encore possible aujourd'hui de percevoir l'origine terrestre si ancienne de ces nageurs surdoués? Je décide de plonger avec eux, mais je choisis d'aller rencontrer des plus petits, les phoques du port de Prince Rupert. À proximité des phoques, je remarque très vite que beaucoup de leurs caractères anatomiques évoquent leur ancienne vie terrestre. Tout d'abord, l'obligation de respirer l'air atmosphérique, au contraire des poissons, qui, grâce à leurs branchies, utilisent l'oxygène dissous dans l'eau. Les palettes natatoires antérieures et postérieures possèdent 5 griffes, comme de nombreux mammifères terrestres, dont les loups, bien sûr. Les squelettes des pattes de ces animaux doivent certainement avoir encore des points communs avec leurs ancêtres terrestres. Le village de Telegraph Cove possède son musée des animaux marins de la région. L'observation des squelettes des orques, des dauphins et des phoques est riche d'enseignements. À l'intérieur des palettes natatoires, on retrouve clairement le squelette d'une patte comprenant 5 doigts et ressemblant fortement aux membres d'un animal marcheur terrestre. Les phalanges sont incluses dans la peau, un peu comme elles le seraient dans une moufle. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la nageoire d'un mammifère marin possède exactement les mêmes doigts que la patte avant de la plupart des autres mammifères terrestres. On me prête un crâne de loup. Attention, c'est très fragile. Juxtaposé à un crâne d'orque, il m'est facile d'imaginer la lente évolution de la dentition au fil du temps. Mais ce qui est le plus troublant, c'est la similitude entre celle du loup actuel et celle du phoque.
Au terme de cette aventure, j'ai l'impression d'avoir rêvé au fil des millions d'années dont seules les lois de l'évolution ont le secret. Les scientifiques sont de plus en plus persuadés que les loups de Colombie-Britannique sont les futurs ancêtres d'une nouvelle espèce de mammifère semi-aquatique qui disposera de pattes en forme de nageoires, tout comme les phoques, les otaries et les morses, animaux que les scientifiques appellent les pinnipèdes. Rendez-vous dans 50 millions d'années pour vérifier cette théorie.